Amis du jour, Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, un nouveau format, en profondeur, où nous allons aborder des thèmes accompagnés de gens bien plus experts que moi. Pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Arnaud. Je te laisse te présenter. Et du coup, je m'appelle Arnaud. Je travaille comme professeur de PS dans un collège près de Strasbourg. Et je suis également maître d'arts martiaux dans le style Wing Chun. C'est un style de Kung Fu. C'est un style chinois qui a été inventé il y a environ 400 ans, qui est né d'une fusion de plusieurs styles. Et moi, je l'oriente plutôt pour la self-défense. Merci à toi. Euh, de par ton cursus, j'en conclus que le sport a une place très importante dans ta vie. Tu peux nous en dire plus? Alors, le sport, en effet, a une place très importante dans ma vie parce que tout simplement, en fait, j'en fais depuis tout petit. J'ai fait de nombreux sports différents. Je peux les énumérer rapidement. En club, du football, du judo, très longtemps aussi, du VTT. Et j'ai touché aussi à plein d'autres sports comme le jonglage, l'escalade. Bref, vraiment, vraiment, vraiment une grande polyvalence. Et l'important, c'est pour moi, je pense que ça me permettrait de me sentir bien. D'accord. Là, j'essaie de me replonger quand j'étais gamin. Mhm. Et c'était vraiment parce que je voyais pas d'autre manière que de m'occuper. Moi, je suis un sportif par le corps. C'était pas les bouquins. C'était vraiment bouger. Cette idée-là. Mhm. Un esprit sain dans un corps sain, en quelque Alors, sorte. ça, en effet, plus grand après, c'était ça. C'est que j'aime bien prendre l'acronyme de la marque ASICS qui dit Anima Sana in Corpore Sano, qui dit même, au-delà, quand on va derrière, c'est une âme saine dans un corps sain. Après, on peut dire esprit également, mais j'aime bien la notion d'âme. Et effectivement, en grandissant, j'ai vu que oui, effectivement, on ne pouvait pas avoir une âme saine si on n'avait pas un corps sain, qui soit un minimum sain. Très bien. Hmm. Tout le monde sait que le sport doit avoir une place importante. Tu y as vraisemblablement consacré ta vie. Mhm. Pourquoi cette telle différence avec la plupart des gens? Euh, c'est surtout à l'âge de 18 ans que j'ai choisi ma voie professionnelle. Je ne savais pas exactement, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir footballeur professionnel, sans savoir exactement tout ce qu'il y avait derrière, mais parce que je faisais beaucoup de foot et ça me passionnait. Les arts martiaux, c'était toujours là, depuis tout petit. Je sais aussi qu'avant même de vouloir être footballeur professionnel, je voulais être maître d'arts martiaux, par les films, les mangas que je voyais. Et en même temps, dans mon village, il n'y avait rien d'autre que le judo, et le judo ne me passionnait pas non plus énormément, et c'est simplement à partir de l'âge de 18 ans où j'ai connu le Wing Chun, et c'est en rentrant à la fac, en fac de sport, j'ai décidé de devenir prof de PS. J'avais hésité entre des études d'ingénieur, parce que j'avais fait un bac sciences de l'ingénieur, et je n'avais pas de passion dans l'aéronautique ou dans l'automobile qui me donnait envie de passer 50 heures de ma vie dans mon travail. Mhm. Et faut que je l'avoue, bien sûr, après j'ai vu que prof de PS, effectivement, on avait un peu moins d'heures devant l'élève. Et au départ, ça a été les premières motivations aussi en fait, de pouvoir à la fois transmettre on va dire les arts du corps, comment on peut avoir une vie saine à travers les activités physiques. Et en même temps, c'était aussi pour moi de pouvoir faire plein de choses à côté, dont le Wing Chun. Et donc j'ai mon association où j'enseigne à côté. C'est vraiment pour avoir un équilibre entre travail, les passions, et encore voir les amis, partir en vacances, etc. Ou me former à d'autres choses. Mhm. Sans doute beaucoup de personnes ont pensé à faire prof, mais de ce que j'ai compris, c'est une tâche assez ardue, même pour le PS. Ça dépend des disciplines. J'ai toujours l'exemple, il y a eu des années où il y avait
il y avait plus de postes au concours de prof de maths que de candidats. Parce qu'il y a des années où le métier de prof n'était plus si bien vu que ça. Malgré les vacances, on dit ouais, ils ont 36 semaines de. Non, 36 semaines de cours et donc du coup j'ai oublié, 16 semaines de vacances. Malgré cela, c'était plus si attractif que ça, parce que la paye, on a été longtemps gelé, et le métier n'attirait plus autant que ça, parce que aussi les profs étaient moins respectés, etc., Oui. etc., tout ce qu'on connaît. Donc c'est pas tellement un métier qui donne envie. Actuellement, je n'ai pas regardé au niveau des concours, il y a, par exemple, je crois qu'en maths, il y a toujours ce côté-là où il y a moins de candidats que de postes. Mais c'était assez récurrent pendant plusieurs années. Euh, le concours est difficile. En plus, moi, j'ai plutôt un esprit scientifique. Et il fallait pouvoir faire 2 dissertations, un sur un écrit historique et un sur la pédagogie didactique. Et c'était quand même pas si proche du terrain que ça. C'était quand même beaucoup sur des théories. Et moi, j'ai vraiment eu du mal avec ce concours-là. Et en plus, j'étais tombé, moi, dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy quand il était président. Mhm. Et ils avaient fait des coupes franches dans le recrutement des profs. Et pour vous dire, la première année où je l'ai passé, il y avait 400 postes, on devait être 14 ou 15 000, donc je ne l'ai pas eu au premier coup. Pas du tout. Je l'ai passé 4 fois, le concours. J'ai fait le quinquennat de Sarkozy, il y a une année où je ne l'ai pas passé parce que je ne me suis pas inscrit. Et j'aime bien pour dire, la dernière année où il y avait 400, 400, 400, 400, la dernière année, il a mis 450 postes et moi, je suis arrivé 440e. Donc, c'était pas tout à fait mon truc, ce concours-là. J'ai dû vraiment rentrer dans un moule qui n'était pas vraiment fait pour moi au départ. Et Mhm. j'ai dû vraiment me sortir de ma zone de confort par rapport à ça, pour passer ce concours. Voilà. J'imagine. Mais on dit que la victoire, c'est échouer jusqu'à ce que ça marche. Oui, ça peut être plus ou moins long quand même. J'ai beaucoup hésité même à me réorienter comme kiné à un moment donné. Et parce que, en fait, à force, tu te dis, tu vas jamais avoir ce concours, il n'est pas fait pour toi. Et mes premières années de prof, et encore pendant assez longtemps, ont été quand même très challengeants. Mhm. Moi, j'aime bien dire que je vais pas au travail, je vais au boulot. Parce que le boulot, au printemps, on peut récolter la sève de boulot qui est curatif. Donc pour moi, ça a été une sorte de grande thérapie d'aller au travail. Parce que les adolescents, j'ai beaucoup travaillé en collège, un tout petit peu en lycée, les adolescents, même s'ils ne sont pas très intelligents par rapport à ce qu'on leur demande, ils sont assez malins sur une chose, c'est qu'ils savent où appuyer pour ennuyer un professeur. Et ils disent, c'est là, je suis encore là. Et ils appuient, ils appuient. Et donc ça peut être très très challengeant pour soi. Et moi, c'est vraiment mon boulot. C'est que ça a été une vraie cure thermale, un peu par la manière dure, hein, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Ça m'a conduit aussi après à m'orienter à beaucoup de choses, au développement personnel, au coaching, à la philosophie et encore plein d'autres choses qui m'ont permis justement de mieux accueillir les élèves parce qu'en fait, ce qu'ils viennent, c'est qu'ils appuient sur des choses qui nous ressemblent, c'est notre miroir. Donc, Mhm. c'est intéressant. Oui. C'est pas tous les jours plaisant, mais c'est intéressant. J'imagine. C'est personnel, mais de mon point de vue, au niveau scolaire, les collégiens sont les pires. Alors, sont réputés pour être les pires. J'ai travaillé en lycée, il faut quand même se le dire, en termes de comportement, il y a moins à gérer. Au collège, ils ont toutes les transformations du monde. Mhm. Il y en a qui peuvent prendre 20 cm après les vacances d'été, sur 2 mois. Et les transformations les plus terribles ne sont Oui, pas que physiques. oui. C'est dans la tête aussi, hormonal. Les filles qui ont leurs premières règles. Tout un truc qui fait que, en fait, la peur, des fois, on devient maladroit, alors qu'on savait faire un truc une année, on ne sait plus le faire. Des sixièmes, des fois, sont meilleurs que des troisièmes ou des quatrièmes, parce qu'on devient maladroit, on n'habite plus son corps, parce qu'il a changé d'un coup. Et donc, on a la peur du regard des autres. Cette peur du regard des autres, je l'ai eue, par exemple, avec une élève de quatrième, qui faisait des phobies, des crises d'angoisse. Dès qu'elle devait juste, par exemple, jouer au handball de mémoire, elle n'osait pas parce que les garçons regardaient. Et c'était tout un cheminement pour faire en sorte qu'elle accepte de jouer
devant les garçons. Il fallait pas y aller par la force. Il fallait là, justement, avoir des notions un peu de développement personnel, de psychologie, de philosophie, pour faire en sorte qu'à la fin, elle ose se montrer devant les autres. J'ai tenu à faire ce premier épisode avec toi parce que nous sommes dans une période olympique en France. Les Jeux olympiques s'y déroulent. Les Paralympiques ont commencé, il me semble. Qu'est-ce que tu penses du sport à cette échelle? Quelle vision en as-tu, Alors, j'ai eu que ça soit dans le passé ou aujourd'hui? Ouais. Avant, j'ai toujours été quelqu'un qui pratiquait le sport. J'aimais pas du tout regarder le foot à la télé, alors je faisais beaucoup de foot. J'ai regardé comme tout le monde la Coupe du Monde dans les années 80, en 98 quand la France a gagné. Et pour autant, j'ai jamais été fan de regarder le sport professionnel. C'est encore resté actuellement. Je regarde que très peu des choses. Il m'arrivait pendant une grosse période de regarder des combats de MMA ou de sport de combat pour faire des analyses, pour mieux comprendre mon style, qui est le Wing Chun. Pour autant, j'ai jamais été vraiment un grand fan. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je préfère pratiquer et passer mon temps à pratiquer que de regarder. Acteur plutôt Voilà. que spectateur. Et la deuxième, ça je l'ai aussi compris par après, moi j'ai arrêté le foot pour la mentalité, parce que je sentais déjà que la mentalité n'allait plus chez les footballeurs, on dit les footeux, et je la retrouve même actuellement dans mon travail, quand j'enseigne le foot en UNSS, au sport scolaire, la mentalité elle est un petit peu limite, je trouve. Et il y a eu un côté, par après, en grandissant, il y a aussi tout ce qui est autour de l'argent qui me dérangeait, tout ce qui est autour de la publicité, et aussi, et surtout, moi je suis partisan de faire du sport pour avoir une âme saine dans un corps sain, comme on l'a dit avant, un esprit sain dans un corps sain. Malheureusement, le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Autant physique que mental. Voilà. En plus de cela, quand j'étais en licence entraînement, moi je m'étais orienté d'abord, je savais que je voulais faire prof de PS, mais je suis quand même fait une petite bifurcation en licence entraînement sportif, où j'ai eu des professeurs qui nous ont dit clairement que il va falloir l'accepter, ils sont tous dopés. Et j'étais là, ah bon. Et je le savais déjà intérieurement que dans certains sports, comme le cyclisme, très tôt, ils peuvent être dopés, mais ils nous ont clairement dit que si vous êtes entraîneur de haut niveau, peu importe le sport, il faut accepter qu'il y ait du dopage. Et là-dessus, ils nous ont expliqué un peu la différence. C'est que dans les planifications, il y a des dopants qui sont tolérés dans le staff, qui sont interdits d'un point de vue de l'image qu'on donne pour le sport, mais qui sont tolérés dans le staff, parce qu'on ne peut pas supporter 6 ou 7 heures d'entraînement par jour. Et donc, c'est les dopants qui... Alors moi, je ne suis jamais allé vérifier, c'est des trucs qu'on nous a dit en cours, des dopants qui permettent la récupération. Et il existe des dopants qui permettent d'améliorer ses performances sans pour autant beaucoup s'entraîner, et ceux-là sont mal vus aussi par le staff, et bien entendu interdits en France. Et de toute façon, la liste de dopants a beaucoup évolué pendant les années. Il y a eu la créatine qui était interdite à un moment donné. Maintenant, j'ai plus les notions, mais je sais qu'elle a été autorisée, donc je ne vois pas pourquoi ils l'auraient réinterdit. La créatine, par exemple, moi j'ai vu des gens se transformer. Ils prennent un peu dans les protéines là qu'ils prennent pour les shooters. Maintenant, je crois qu'il y a de la créatine dans certains. Tu prends ça, tu n'as besoin presque pas de faire de muscu, tu gonfles. Et tu as l'impression que la personne t'a mis une pompe à vélo et que tu as poussé. Et on voit du muscle, mais on dirait qu'il y a de l'eau à l'intérieur et c'est pas un muscle dessiné. Et donc pour moi, c'est pas bon pour la santé. Et l'idée, c'est de faire un sport qui te plaît. Si tu as envie de faire de la compétition, tant mieux. Si tu as envie de devenir champion du monde, je dirais tant pis et tant mieux, parce que si c'est ta vocation, ok, mais sache que tu vas quand même faire du mal à ton corps, que tu risques de devoir te doper, de te blesser, et de finir ta carrière très tôt. Moi, je me rappelle toujours aussi, j'avais vu ça dans les médias, il y avait une cycliste d'une trentaine d'années, 35 ans, un truc comme ça, qui avait un âge osseux d'une femme de 75 ans ou 70 ans. Ah oui, à ce point-là. Donc, voilà. L'idée, c'est que avoir une activité physique régulière tout au long de sa vie, sans pour autant se démolir. Bien sûr, on a le droit d'avoir un peu l'esprit compétiteur. Moi, le premier, j'ai toujours été un compétiteur. Quand j'ai fait de l'escalade, j'ai voulu très vite monter dans les échelons. Pour autant, avec l'âge, je me dis, ouais, non, pas tout le temps. Parce que si c'est pour se blesser, et après ne plus faire de sport pendant 6 mois, 1 an, à quoi bon? Et moi, j'essaie de vraiment du sport pour tous.
qu'on soit handicapé, pour hommes ou femmes, à partir du moment où ça nous plaît, pour avoir un minimum un corps fonctionnel. Cette année, par exemple, je vais accueillir un élève qui est en fauteuil roulant, qui est, je sais plus, un truc neuronal, qui est paraplégique, tétraplégique ou paraplégique, je me souviens plus. Ouais. Para, c'est que les pieds. Ouais, que les jambes. il arrive un peu à bouger les mains parce qu'il a un fauteuil ici, et je vais l'accueillir pour faire un peu de sport. Parce qu'en plus, il perd sa motricité tout au long, et peut-être qu'en faisant un tout petit peu, dans juste des lancers de balles ou des choses comme ça, peut-être que ça va un petit peu limiter la chose. Je sais pas, mais en tout cas, ça lui fera en tout cas le plus grand bien de bouger un minimum, même s'il peut plus faire grand-chose. Et donc oui, les Jeux Olympiques, pour dire par exemple, j'ai presque pas regardé. Parce que déjà, j'avais d'autres choses à faire. Là, comme j'avais dit en début d'interview, c'est qu'avant, j'avais hésité à faire kinésithérapeute. Et là, cet été, je me suis formé avec un kinésithérapeute et beaucoup entraîné par rapport à ce qui m'a appris. Et donc, j'avais d'autres choses à faire que de regarder le sport à la télé que je n'ai pas. J'ai juste un écran, mais je crois qu'il peut avoir la télé, mais je regarde jamais. Je l'ai un peu allumé récemment, mais sinon je regarde très très rarement la télé. Ça me plaît quand même de regarder de temps en temps, pour avoir un peu une plus grande culture sportive, on va dire. Pour autant, les Jeux Olympiques, je sais pas, ça m'a pas attiré. C'est un monde qui ne me plaît pas trop. Les Paralympiques, pareil, c'est des choses qui, pour ma culture, je voudrais bien en regarder plus, mais j'ai d'autres choses à faire que de regarder. Soit pratiquer pour moi-même ou apprendre d'autres choses. Je vois. J'aime assez l'idée, même si elle n'est plus trop d'actualité. Dans l'Antiquité, aux Jeux Olympiques, durant les Jeux Olympiques, justement, les conflits entre différentes parties de la Grèce cessaient par place au jeu. Alors ça, d'un point de vue historique, je suis d'accord. Il y a par exemple les origines du foot et du rugby, ça s'appelle la Saule. Et alors j'ai pas toute l'histoire en tête, mais grosso modo, c'était deux villages qui s'affrontaient. Ils devaient aller ramener, peu importe, une sorte de sac, une balle, dans le camp adverse, au milieu de la place, ou je sais pas quoi. Ils pouvaient le faire en portant dans les mains, avec les pieds, toutes les règles étaient permises, et donc du coup c'était une sorte de jeu pour éviter les conflits et les guerres. Et il faut savoir que dans la plupart des sports sont nés comme ça, c'est que en fait c'est une guerre organisée en fait, avec des règles. Et donc à l'époque, à la Saule, il pouvait y avoir des gens qui étaient complètement démolis. Et au fur et à mesure, ils ont créé le rugby, on joue essentiellement avec les mains, etc. Puis le foot, on n'a plus le droit, sauf les gardiens. Et donc l'idée, c'est vraiment, dans l'origine, on sent qu'en fait, il y a cette forme d'animosité, même actuelle. Mes élèves, les ados, ne sont pas du tout au courant qu'au départ, c'était pour gérer les conflits et c'était mieux de le faire dans le cadre du sport, avec des règles, sans se tuer. Et on sent toujours, quand je fais un match de sport collectif, tu sens l'origine du sport. Tu fais du handball, du foot ou du basketball, tu sens que, heureusement qu'il y a les règles. Et ça peut s'insulter très rapidement. En plus, au niveau émotionnel, les adolescents, on va dire, ils ont les adultes, on se souvient de 2006 avec... Oui, mais souvent les adultes sont des adolescents qui n'ont pas grandi. C'est vrai. D'un point de vue émotionnel. Je parle de l'intelligence émotionnelle. Et ils sont capables de s'insulter pour un rien. Et tu le vois directement. Et tu as l'impression qu'ils jouent leur vie. Et moi, je leur dis, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir des animaux. Et effectivement, l'origine du sport qui a été créée pour éviter les guerres et les conflits, tu la retrouves en collège déjà. Quand tu fais un match de handball, tu as intérêt d'être au taquet à l'arbitrage. Et si tu demandes à un élève et il le fait mal, il prend pour son grade. Donc la règle est essentielle parce que sinon c'est un carnage. Sinon il se... Sinon, il est en battle royale. C'est la Saule à l'ancienne, ils y vont comme ils veulent, le temps qu'on arrive à mettre le truc dans le panier, dans le but, peu importe la manière. Je vois. Arnaud, parmi les nombreuses pratiques que tu as fait, il me semble que tu as dit jonglage. J'aurais pas cité ça comme sport, du coup je te pose la question.
C'est quoi un sport en tant que tel? Alors déjà, le jonglage, des fois, ça peut s'appeler les arts du cirque, parce qu'il y a plusieurs familles dans les arts du cirque. La famille des manipulations, la famille des acrobaties, la famille des voltiges, je crois aussi. Bref, il y a plein de familles différentes. Si on part de la définition de Pierre de Coubertin, qui avait remis les Jeux Olympiques en place, bah, lui, il considérait que les sports, c'est uniquement les sports qu'il y a aux Jeux Olympiques. Donc ça en enlève quand même beaucoup, une flopée. Pour moi, la définition est assez large. J'y inclurai même les échecs, parce que les échecs sont considérés comme un sport. À partir du moment où il y a un affrontement, il y a de la défense, de l'attaque, et il y a de la stratégie, bien sûr, c'est d'un point de vue physique, c'est très limité. Mais pour autant, il y a tout l'aspect des échecs, de la stratégie qu'on peut avoir par rapport aux ouvertures, aux défenses, aux règles. Oui, aux règles, etc. On retrouve en fait toute la notion du sport à travers les échecs. Donc pour moi, j'ai une vision quand même assez large du sport. Alors est-ce que maintenant, je sais pas, faire une partie de Tekken, l'EA Sports, est-ce que c'est du sport? Ouais, c'est compliqué. Donc est-ce que les échecs, c'est finalement un sport? On peut, si on part d'une définition très large, oui, effectivement, l'e-sport est un sport. Les échecs, bah oui et non. Si maintenant je voulais vraiment juste restreindre la case sport, c'est à partir du moment où il y a un minimum d'engagement physique. Donc dans l'e-sport, à part le pouce, il n'y en a pas trop. Les échecs, bah, il n'y en a pas trop du coup non plus, malgré que certains vont dire que c'est un sport. Moi, je peux le considérer comme un sport, parce que je pratique les échecs et je vois toute la notion qu'il y a derrière. Mais si vraiment je voudrais juste la réduire, je la réduirais quand même à l'aspect physique. Très bien. Et donc les arts du cirque, ben, quand on fait du jonglage, on met en jeu un travail physique. Faire une démonstration de 3 minutes d'art du cirque ou de diabolo, bah, à la fin, tu as quand même un peu la sueur. Ouais. Tu peux aussi l'avoir aux échecs, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Donc je vais un peu me contredire par rapport à ce que j'ai dit. Effectivement, si je voudrais vraiment le restreindre, je dirais que c'est que à partir du moment où il y a un engagement physique. Donc les arts du cirque en sont. Est-ce que le tir à l'arc l'est? Oui, parce que par exemple le tir à l'arc, il y a quand même physiquement pour tirer sur certains arcs, ça peut être très costaud. Il y a l'aspect précision, bien sûr, ils vont pas courir, etc. Mais donc c'est très, pour moi, à partir du moment où il y a le physique. Les échecs, allez, oui et non. L'e-sport, là, j'ai quand même un petit peu du mal à dire que c'est du sport. Mais bon, je peux concevoir aussi que ça demande une certaine dextérité, de connaître les touches. On transpire aussi. Tu peux te faire des tendinites du pouce, il n'y a pas de souci, etc. Donc, ça développe la réactivité. Oui, aussi. Quand tu fais un jeu de tir, par exemple, le réflexe, il doit venir très rapidement pour mettre un headshot, par exemple. J'avais des amis qui jouaient à Counter-Strike, j'avais joué un petit peu quand j'étais étudiant. Ouais, c'est clac. Et ils sont dessus avec leur souris et ils ont fait un headshot. Donc, dans une définition restreinte, le sport, pour moi, c'est à partir du moment où il y a un engagement physique. Dans une définition très ouverte, on peut y intégrer, bon, j'ai du mal à le dire, l'e-sport et aussi les échecs. Très bien. Et du coup, si tu nous donnais la recette pour bien pratiquer le sport, quelle serait-elle? Alors, déjà, faire un sport qu'on aime. Parce que des fois, ben, on fait que ce qu'on a à proximité de son village. Moi, j'étais dans un village, j'ai fait du judo. J'avais pas envie de faire du judo, je voulais faire les arts martiaux. Mais il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, j'ai connu plus tard le Wing Chun. Le foot, je crois que c'était culturel, hein, parce que tout le monde en faisait. Et donc, du coup, je suis allé dedans. Et j'avais envie aussi à un moment d'être footballeur professionnel. Je ne suis pas sûr que je m'y serais plus. Parce que, ben, déjà, plus jeune, je me suis beaucoup blessé aussi parce que je faisais trop de sport. Et donc, faire un sport qu'on aime, déjà comprendre si on l'aime vraiment ou pas, si c'est culturel, mais ça on l'apprend plus tard. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot parce que la mentalité ne me plaisait plus. Un entraîneur m'a dit un jour que le foot c'était un sport de gentleman, mais pratiqué par des brutes. Ouais, et le rugby, c'est l'inverse. Un sport de brut pratiqué par les gentlemen.
Là, ça dépend. Ça dépend. Le rugby, c'est pas toujours des gentlemen. Quand ils se mettent des nions, ils y vont quand même. Ils y vont quand même. Hein. Sous la mêlée, à l'époque, tu ressortais avec le pif éclaté. C'est pas très gentleman, on va dire. Ouais. La recette, pour moi, c'est donc déjà faire un sport qu'on aime, adapté à son âge. La compétition à haut niveau, si on veut faire du haut niveau, ben, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire après 30, 40 ans en fonction du sport. Et il faut savoir qu'on fait des sacrifices, c'est-à-dire qu'on risque de perdre de la mobilité corporelle, de se blesser sur le long terme. Oui. Donc c'est un choix. C'est OK si on veut faire ça. Le plus important pour moi, c'est savoir s'échauffer. Et donc je mets, que ce soit en tant que prof de PS ou en tant que maître d'arts martiaux, j'ai créé des échauffements qui sont différents en fonction de l'âge. En gros, un enfant qui arrive au collège, 3-4 minutes d'échauffement, c'est suffisant pour aller pouvoir faire après du jeu, des petits matchs ou des trucs comme ça. Un adulte, non, il faut aller un peu plus long. On va dire qu'on rajoute quelques minutes en fonction des années qu'on a prises. Moi, globalement, il me faut. Si maintenant, à l'époque, là je grimpe plus, je vais peut-être reprendre cette année, mais il me fallait 20 minutes ou 25 minutes d'échauffement, si je comprends l'échauffement global et l'échauffement spécifique. Donc il y a un échauffement qui est global, qui pourrait être similaire à toutes les activités physiques et sportives, et un échauffement spécifique. Il me fallait au moins 25 minutes, une demi-heure. Quoi d'autre au niveau du sport? Aussi savoir s'écouter. Ben, prendre soin de son corps quand on a une blessure et pas forcer comme un bourrin. Si tu as une tendinite, ben, peut-être du repos, aller voir un kiné pour se soigner. Aussi, pour récupérer, ben, il y a tout ce qui est étirement. On peut s'appuyer sur le yoga, sur le stretching. C'est bien parce qu'il faut avoir un corps qui soit fonctionnel et des gens qui font de la muscu et qui sont complètement bloqués, qui n'arrivent pas à toucher les doigts dans le dos, etc. Pour moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des choses? Bien sûr, le repos, dormir et la nourriture. Ça, c'est juste que c'est essentiel si on pratique régulièrement du sport. Savoir si on fait une demi-heure tous les matins, c'est déjà bien. Si on va à vélo au travail et on a 5 km, c'est déjà bien. On peut en faire toujours un petit peu, et après, si on a vraiment une passion, bah, on aime aller danser, on va aller danser, on aime plutôt les sports co, les sports de balle, on va faire ça. Donc, aimer ce qu'on fait, faire un bon échauffement, manger, dormir, boire, des choses à peu près correctes. Je m'interdis pas de boire de l'alcool et de manger des burgers et des pizzas. Hein. Je dis pas qu'il faut rentrer dans un régime draconien, mais avoir un certain équilibre, on va dire. Il me fait penser à ce que disait Camille Sénine à Son Goku quand il était petit, écrit là. Ah. Mangez bien, exercez-vous bien, etc. Ouais, bon, les entraînements qui se mettent, hein, Oui. perso, Tout dépend de je les tiens pas. tout dépend de leur âge. Je les tiens Évidemment, pas. ça allait. Enfin, ça allait. Même si c'est relatif. Non, il faut savoir s'écouter. Nous avons parlé sport. Mais tu as aussi dit être maître d'art martial, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que tu peux développer? Alors, un art martial reste un sport pour moi, parce qu'il y a si on va dans la définition longue que j'ai donnée, c'est-à-dire à partir du moment où il y a au niveau une mobilité physique, bon, c'est pas comme ça qu'on dit, à partir du moment où on a un engagement physique, pour moi ça reste un sport. C'est juste que ce n'est pas un sport de combat. D'accord? Je mets une différence entre art martial et sport de combat. L'art martial est un sport, mais ce n'est pas un sport de combat. Sport de combat, pour moi, c'est à partir du moment où il y a des compétitions et des règles. Donc on peut y mettre le judo, la boxe, plein d'autres, le MMA. Le MMA. Qui même s'il s'appelle Mixed Martial Arts, je sais pas où tu vas, mais... Voilà. Donc en anglais, en français, ça donne les arts martiaux mixtes, mais du coup, pour moi, ça ne porte pas bien son nom. Parce qu'à partir du moment où il y a une compétition, on sort de l'art martial. Un art martial, pour moi, alors, n'est pas meilleur qu'un sport de combat. Il faut vraiment peser les choses. C'est que la compétition a un intérêt,
que tu n'arrives pas à avoir dans les arts martiaux si tu fais pas un minimum de sparring ou de combat. Et parce qu'il y a un véritable engagement physique, une préparation à avoir. Ce que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est, je sais plus le nom d'une star du MMA, j'avais vu ça sur Facebook traîner, il disait, lui, il se considère comme faire un sport de combat en tant que MMA, parce qu'il dit, moi je me prépare à un jour J. J'ai une pesée, je dois être en dessous de 80 kg par exemple, je dois faire un régime draconien, un entraînement spécifique qui me prépare pour ce jour-là. Et lui disait, dans les arts martiaux, on est toujours prêt. C'est une vision intéressante. Et après, il y a beaucoup de personnes qui font des sports de combat comme le MMA qui vont dire, ouais, les arts martiaux, ça sert à rien, ça marche plus, etc. Oui, Ça marche plus, mais à quoi ça sert de base? Voilà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça marche plus? Pourquoi? Oui, c'est sûr que si tu me mets moi face à un boxeur dans les règles de la boxe, ça va être compliqué. Parce que il est pro de ses règles. Et moi, dans les arts martiaux, dans mon style, j'ai pas de règles. L'objectif d'un art martial, comme moi je le vois, parce qu'il y a des arts martiaux différents, c'est de savoir se défendre face à toutes les situations qui existent dehors. Et là, ça remet beaucoup l'ego en place parce qu'on est forcément touchable. Si quelqu'un veut te mettre KO ou te tuer, il y arrivera. Et même si tu es ceinture noire, je ne sais pas combien de dan ou du han de kung fu, de quoi que ce soit. Donc ça remet quand même l'ego en place. Dans la rue, il n'y a pas de règles. Et donc moi, je vis l'art martial comme ça, c'est-à-dire je présente des situations plus ou moins réelles en expliquant les différentes choses. Et donc moi, j'ai résumé les arts martiaux, la façon dont je le fais, dans 3 modes de combat. Il n'y a que 3 manières de se faire agresser dans la rue. Et donc, il en découle 3 manières de s'entraîner. Il y a d'autres arts martiaux, je vais mettre des guillemets qui dit traditionnels, qui aiment faire un truc ancien, etc., et qui n'a pas pour optique d'être utile en combat. D'accord? Il y en a qui parce que c'est juste, ils sont passionnés, ou bien ils ont eu, si on croit aux réincarnations, ils ont une ancienne incarnation en tant que samouraï, et donc ils vont faire un truc proche des samouraïs, et pour autant, je veux dire, tu te balades pas avec ton katana dans la rue, ça va être compliqué, d'accord? Et donc, mais voilà, moi je ne dis pas ça c'est de la merde, ça c'est pas bien, etc. Ça dépend l'objectif. On peut faire un art martial pour avoir le côté, pour se rappeler une ancienne incarnation, ou bien, moi j'ai un ancien élève de Wing Chun qui adore le Béour, ou les arts martiaux, les AMHE, les arts martiaux européens anciens, et c'est un viking en fait, peut-être dans son ancienne incarnation, et lui effectivement, ça lui rappelle quelque chose, il a envie, et c'est sa passion. Il a envie de faire toucher du doigt ce sport. Une autre époque. Voilà, toucher du doigt une autre époque, se mettre en armure, etc. C'est ok. Par contre, on ne peut pas vendre ça comme de la self-défense. Ça, c'est encore autre chose. Un sport de combat n'est pas fait pour la self-défense non plus. Donc, ça dépend de l'objectif, on peut faire tout ce qu'on veut, et ça dépend de l'objectif. Et après, c'est sûr que si tu fais un art martial et que qui est orienté pour la self-défense et pour savoir se défendre dans la rue, si tu n'as jamais mis un coup, si tu n'arrives pas à aligner 5 pompes, si tu n'as jamais pris un coup dans un casque non plus, ou sur le corps, voilà, est-ce que ça peut être utile? Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr. Donc il faut avoir un minimum de conditions physiques tout de même, parce qu'il y a beaucoup de l'art martial que je pratique. Avant, le sport, le côté physique était mis quand même pas mal de côté, que ce soit l'échauffement, le renforcement musculaire, etc. Et donc, si tu n'arrives pas à mettre des coups de poing forts, ça ne marchera pas dans la rue. Tu as beau avoir toute la technique du monde, il faut y avoir j'aime beaucoup aussi dans ça, un équilibre entre esprit, corps, technique. Donc, tu as 10 000 techniques, ok, mais si on t'a jamais entraîné à encaisser, à avoir un corps un minimum fonctionnel et qui puisse donner des coups, tu peux ranger ta technique. Et si tu as un esprit beaucoup trop pacifique, alors qu'il faut là vraiment y aller, il faut quand même sortir quelque chose en soi, le côté un peu agressif. Alors comment on va dire, sans se laisser emporter par son émotion, mais il faut avoir le côté plutôt combattant que agressif, je dirais. Et ça s'apprend. On ne devient pas combattant comme ça. C'est sûr. Tu peux nous parler un petit peu
plus spécifiquement de ton art martial, le Ouais. Wing Tsun? Alors, le Wing Tsun, Wing Tsun, Wing Chun, etc. Il y a plusieurs manières de le prononcer. On le prononce en cantonais ou en mandarin, parce que là aussi on se perd. C'est un art martial chinois. Donc, il y a des légendes, moi j'aime beaucoup les légendes à travers ce style. Il aurait été inventé par une nonne qui s'appelait Nyon Mui, qui, selon la légende, était une des nonnes du temple Shaolin après qu'il a été incendié. Alors là, il y a une grosse incohérence déjà, c'est qu'a priori, il n'y avait pas de Il n'y femme. avait pas de femme, oui. Donc, déjà, d'un point de vue historique, ça colle peut-être pas. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien cette histoire. Avec le temps, elle s'est aperçue que son style qu'elle avait d'un point de vue, son style d'avant ne suffisait plus face aux hommes qui étaient plus forts physiquement, surtout qu'elle commençait à vieillir. Et elle a commencé à réfléchir à un nouveau style. Alors comment elle y a réfléchi? Moi, j'aime bien dire qu'elle a rencontré un autre maître d'un autre style. Une des légendes dit qu'elle a rencontré un maître de Linglom, c'est le singe volant, qui est l'ancêtre de la boxe thaï. Et elle maîtrisait plutôt la grue blanche. Il y a plusieurs versions, encore une fois, par rapport à ce style-là. Et j'aime bien que le Wing Chun est né de cette fusion-là. Et ensuite, elle l'aurait transmise à une jeune femme d'un village qui était très très belle dans le village et il y avait plein d'hommes qui voulaient la courtiser, etc., etc. Et finalement, elle avait mis en place un stratagème en disant que si l'homme parvenait à la battre au combat, elle accepterait de se faire d'être épousée. Et donc elle s'était entraînée avec Nyon Mui. Et un jour, elle décide de perdre face à un homme parce qu'elle aimait bien le garçon qui était en face d'elle. Et donc elle a perdu contre cet homme-là. Et plusieurs années après, elle lui dit qu'elle a fait exprès de perdre et il n'a pas accepté, il l'a remis au défi et là, elle l'a éclaté. et, et donc, en honneur à sa femme, il a appris déjà ce nouveau style qui a été transmis de Nyon Mui à elle. Et en honneur à sa femme, cet homme a nommé le style Wing Chun parce qu'elle s'appelait Wing Chun. Et Wing Chun veut dire printemps radieux ou printemps éternel. Et donc on dit Wing Chun Kung Fu, c'est le prénom Wing Chun. Ça c'est en cantonais, en mandarin on dit Yong Chuan, donc c'est différent. Et après il y a plusieurs écritures. Et donc en européen on va le dire Wing Tsung, Wing Tsung, Wing Chun, etc. En cantonais, pour l'avoir dit, ils disent plutôt Wing Chun. Et là, les différents noms, c'est par rapport à des généalogies. Et donc moi, j'ai appris, je suis issu d'une lignée, celle de Yip Man. Yip Man, c'était le maître de Bruce Lee, aussi qui est très connu aussi, qui a inventé son propre style, mais qui avait fait un peu de Wing Chun quand il était plus jeune. Et moi, je suis de la 6e génération depuis le maître Yip Man. J'ai appris auprès d'un maître allemand qui est toujours sur Strasbourg, et pendant plusieurs années, et j'avais fini le système derrière, et ensuite j'ai enseigné avec un ami dans une association, puis dans ma propre association en moi. Les branches sont des bourgeons. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai appris un Wing Chun qui n'était pas forcément, pour moi, assez efficace dans la rue. Et si j'ai fait les arts martiaux, j'ai hésité quand j'étais jeune, à 18 ans, quand j'ai commencé, à faire de la capoeira. Parce que j'ai toujours aimé le côté aussi acrobatique et esthétique. En plus, on y mettait de la danse, enfin pas de la danse, enfin l'art martial de la capoeira est dansé, mais il y a aussi du chant, et il y a aussi tu joues des instruments de musique. Et tout ça couplé me donnait beaucoup envie d'en faire, il y avait une belle ambiance. Pour autant, j'ai privilégié l'aspect pragmatique. Et du coup, je me suis orienté vers le Wing Chun. Là où j'ai appris beaucoup de techniques. Pour moi, il manquait un peu le côté physique et le côté un peu combattant, l'esprit. Comme je vous ai dit, il y a l'esprit corps technique. J'avais plein de techniques. Esprit-corps, moins. Et en plus, ces techniques étaient un peu trop, entre guillemets, je mets toujours, trop traditionnelles à mon goût. Elles n'étaient pas exploitables dans la rue. Donc, en créant mon association, enfin, après avoir fini le système et être parti de chez mon ancien Sifu, Sifu, ça veut dire maître, ou père aussi, à plusieurs dénominations, j'ai commencé à renouveler le style en partant de la base que j'ai appris. Et dans mon idée, c'était de l'améliorer pour qu'il soit plus exploitable dans la rue. Et de là, j'ai mené plein de réflexions que j'avais déjà amorcées chez mon ancien maître. Et j'ai créé 3 modes, c'est-à-dire
il y a 3 manières de se faire agresser dans la rue, et donc tu te mets dans un des 3 modes. Et là, je le dis en bref. Je pose souvent la question. Bon, toi, tu connais du coup parce que je l'ai déjà expliqué. Mais si maintenant tu étais complètement débutante, quelles seraient les manières de se faire agresser dans la rue, sans avoir les réponses que je t'ai données? Tu donnerais quoi comme réponse? Les manières de se faire agresser, il y a à main nue, il y a à une arme, Mhm. euh, il y a plusieurs aussi. Voilà. C'est le genre de réponse qu'on peut avoir. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je l'ai divisé de 3 manières différentes. Il y a, en fait, soit on est pris par surprise. Mhm. Et donc, on se met, pour moi, j'appelle ça le mode 1, on travaille sans garde. Parce que quand tu es pris par surprise, ben, t'as pas de garde. Et tu peux être pris par surprise à plusieurs, à main nue, avec arme. Et donc, tu vas ensuite, il y a un certain nombre de techniques à réaliser, en sachant que et ça remet aussi l'ego en place, c'est que quand on ne prend pas surprise, si on veut te tuer ou te mettre KO, on peut le faire. Moi, je prends un sniper et je te shoot et c'est fini. Mhm. Heureusement, on n'est pas tous des hommes politiques sur lesquels on peut tirer dessus. Et ça, il faut quand même remettre en place, si on veut se faire du mal, on y arrivera. On pourra toujours, quoi que Voilà. tu puisses faire. Exactement. Par contre, la prise par surprise, il y a des techniques sur les étranglements, même sur les coups de poing. Si on se le prend, ça fait très mal, hein, on peut perdre des dents, voire être KO. Et donc, il faut aussi se dire, la technique, elle marche pas à ce moment-là. Bah oui, prendre un coup de poing par surprise, c'est pas pareil que juste se faire tenir le poignet. Bien sûr. Et là, j'ai aussi mis plusieurs timings. L'idée, c'est que soit je suis touché, soit je le vois venir, je peux reculer, esquiver, soit la personne n'est pas très maligne et je le vois vraiment venir et j'ai le temps même d'avancer, d'anticiper l'attaque. Mais ça, c'est la prise par surprise. Et donc, je me mets en mode 1, sans garde. Donc, ça peut venir de face, sur le côté, à plusieurs, avec armes de derrière, etc. La deuxième chose, c'est celle qui arrive le plus souvent dans la rue, c'est que d'abord, il y a un conflit qui est souvent, en fait, éloigné, la personne rentre dans notre distance de sécurité, il commence à y avoir un combat verbal, on va dire, et donc du coup, quand on sent qu'il peut y avoir un problème, on va se mettre, ce que je dis, en mode de garde cachée. Donc je me prends une manière de faire, c'est que je recule ma jambe, je mets une jambe devant moi, je mets les bras devant moi. Il y a plusieurs manières de se mettre en garde cachée, comme ça, comme ça. Plein de gens ont différentes théories. Moi, j'aime bien avoir les mains ici, qui veut dire, dans n'importe quelle civilisation, je mets les paumes devant moi et je fais ce mouvement-là, il va comprendre que je ne veux pas d'embrouille. Mhm. Et on y met aussi le verbe. Alors que si je me mets tout en garde, là, c'est je veux me battre. Ou si je fais comme ça, la garde d'une shot, c'est pas pareil. Donc, tranquille, je veux pas me battre. Moi, je dis souvent à mes élèves, l'idéal, ce serait de jamais avoir utilisé les techniques qu'on a apprises. Après, quand il faut les utiliser, il faut, il n'y a aucun souci. La dernière manière de se faire agresser, c'est en fait un combat type sport de combat, mais pourtant qui peut dans la rue et donc il n'y a pas de règle. Mais on sait qu'on va se battre, on a le temps de s'échauffer peut-être, se mettre en garde, il y a des spectateurs peut-être, des trucs comme ça à la Fight Club, Ouais. mais il n'y a pas pour autant pas de règle. Il peut y avoir un copain qui vient derrière nous prendre par surprise, il peut y être plusieurs, il peut y avoir une arme ou quoi que ce soit. Celui-là, ça se fait de moins en moins. D'accord, c'est comment tu me regardes, viens, on va dehors, enlève tes lunettes, enlève ton micro, et on s'échauffe un peu et on y va. Et C'est dommage que, enfin, dans un sens, c'est dommage que ça se fasse de moins en moins parce que c'était plus gentleman dans un sens. c'était plus gentleman, mais bon, le gentleman qui perd et qui a un couteau dans la poche, il va quand même le sortir peut-être. Donc pas sûr que finalement ça soit mieux qu'un autre, mais c'est sûr que les deux premières, se faire prendre par surprise, c'est comme ça et c'est très lâche pour moi. Pour autant, il faut aussi être très vigilant. Moi, j'explique beaucoup aux gens aussi, c'est que j'aime bien parler de couleurs. C'est quand on est ici dans cet appartement, moi je suis en couleur verte. Je sais qu'on va pas m'agresser. Et quand je vais donc je suis relax. Si tu me mets un coup de poing, je vais me le prendre. Je vais pas être sur mes gardes. Quand je suis dehors, je me mets en couleur jaune. J'ouvre un peu mes œillères, j'écoute et j'ouvre mes sens, c'est-à-dire j'ai plus d'attention. Et quand moi je vois des gens
fermer leurs oreillères parce qu'ils mettent le téléphone devant eux en marchant, plus des écouteurs, ils ont enlevé de leur sens essentiel. C'est même pas que pour la self-défense, c'est pour le quotidien. Il y a un vélo qui vient, tu l'entends pas. Il y a une voiture qui klaxonne, tu l'entends pas. Moi, je vois des gens traverser, téléphone fixé ici, écouteurs, et ils ne regardent pas autour d'eux, comme s'ils étaient prioritaires. Non, là, tu es un danger public. Et donc, ils sortent comme s'ils étaient à la maison, comme s'ils étaient en vigilance verte. Après, il y a quand la vigilance rouge et noire. C'est que la rouge, c'est il fait un peu plus sombre, il est tard, ou je sors d'une soirée et j'entends des bruits de verres cassés ou des trucs comme ça, ou du monde qui s'attroupe. Ben, je suis beaucoup plus vigilant et j'évite les zones dangereuses. Et la vigilance noire, ben, j'ai pas le choix, je tombe sur un groupe, et là, je me mets vite en tension, peut-être vite fait en garde cachée si je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, et j'essaie de gérer la chose. Et ça, c'est essentiel pour moi pour justement éviter de se faire prendre par surprise, alors que bah, c'est sûr que si tu fixes sur ton portable et que t'as les écouteurs, t'as plus de chances de te faire toucher à la prise par surprise. Évidemment. Et ça, c'est pour moi, c'est les enseignements que je donne, notamment aussi sur la communication. Quand quelqu'un rentre dans ma distance, commence à me parler et que je dois mettre en garde cachée, c'est beaucoup dans l'attitude et dans la communication pour faire en sorte de ne pas se battre. Après, si le gars il met son coup, ben, il faut le défendre, faut pas se laisser cogner. Pour autant, c'est ce que je dis, le mieux, c'est de ne pas se battre. J'ai même fait une vidéo récemment par rapport à ça, sur les agressions dans la rue, notamment les agressions au couteau. Bah, la première option que je dis, c'est coopérer pour survivre. Survivre, pardon. Et donc, c'était deux individus. Il y en avait un qui vient me parler, l'autre, il sort le couteau. Ben, franchement, pour peut-être les 10 euros que j'ai dans mon portefeuille et mon vieux portable, je donne ça et je pars en courant. Si j'ai l'opportunité, c'est mieux. Et en plus, je veux dire, maintenant, beaucoup payent par carte bleue, donc on a presque plus d'espèces. Et tu fais un blocage sur ton compte, c'est vite fait. C'est mieux que de perdre la vie. C'est sûr. S'il n'y a pas le choix, il faut agir. Si c'est pour protéger ses proches, il faut aussi agir. Si c'est pour protéger quelqu'un qui est en train de se faire fracasser la tête par terre, et que tu vois la scène, tu peux aussi agir. Mais il y a plusieurs manières d'agir. Pas la peine de sauter dessus sur les gens et d'essayer de taper un grand stop, des fois ça suffit. Crier, ça m'est arrivé ça une fois à la fête de la musique. Ben, il y avait une émeute générale devant moi, une vingtaine de personnes qui se battaient, et je me dis, moi, j'y vais pas. De toute façon, tu sais pas qui est le méchant, qui est le gentil dans l'histoire, etc. Au contraire, tu vas perdre des dents là-bas, ça sert à rien, si t'aimes te battre, tu vas, mais moi pas. Et à un moment, je vois un mec partir en courant, et quelqu'un le poursuit. Et il lui fait un croche-patte, le mec tombe, et ensuite l'autre, il lui met des coups de poing, des coups de pied dans la tête, alors qu'il était au sol et il était déjà HS. La première chose que j'ai faite, c'est juste crier. J'ai crié un gros stop, stop, et ça a suffi d'arrêter. Le gars, il s'est levé, il a pris panique, etc. Et il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait se battre, je me suis juste mis en garde et il est parti en courant. Parce que aussi, le fait d'avoir agi et de crier stop, il y a d'autres gens qui sont venus. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, personne n'ose, mais à partir du moment où il y a une personne... Parfois, il suffit d'une impulsion pour c'est ça. Débloquer une situation. Et j'en sais aussi des choses sur le harcèlement, par exemple, qui ne sont pas des agressions. Donc je fais des simulations dans le tram, où une personne insiste lourdement, souvent c'est malheureusement les femmes qui ont subi des harcèlements sexuels, ça peut aussi arriver chez les hommes, donc quand même moins, je pense, en termes de proportion. Et donc du coup, on apprend aussi à gérer ça dans mes cours, par rapport à ça, et aussi les agressions sexuelles. Je leur montre un petit peu, quelqu'un qui vient poser une main, etc., et qui insiste, bah, comment on gère ça en tant que femme. Voilà un petit peu, je sais plus du tout la question de départ, mais j'étais parti là-dessus. J'ai beaucoup de choses très admirables. Eh bien, Arnaud, merci à toi. C'était très instructif. Je vais refaire ce format avec d'autres personnes. De rien, merci pour l'invitation. Et à bientôt. Tu ramènes des gens chez moi maintenant? Bonjour. Je te l'avais interdit. J'habite aussi ici, Lucius. T'es qui, toi? Arnaud, j'ai été invité par votre ami. Ta tête me dit quelque chose. Pas moi. Vous êtes qui? Lucius Aureus.
lutteur, poète, philosophe. Et c'est toi qui m'as piqué mon titre. Ouais, c'était juste pour rigoler. C'est ça qui me ferait marrer. Non, dis-moi. Te casser la figure. Non, faut pas. Calme-toi. Allez, c'est bon. Allez, moi je vais pas me battre. Là. Pourquoi tu fais ça? Moi je me bats. Merci. C'était impressionnant. Tu ramènes plus jamais personne ici. J'essaierai de clôturer de meilleure façon la prochaine fois. Amis du soir, bonsoir. Je pulvérise sur un ring.